Bon, ça y est, on est prêt? Vous m'entendez? Nous, on est toujours prêts. Je sais. Allons-y. Vous m'entendez? Allez, excusez-moi pour tous ces problèmes techniques, mais la connexion Internet apparemment doit être pleine et c'est ce qui nous a entraîné ces petits dommages techniques. Mais néanmoins, on va commencer cette session très intéressante, la session numéro 7, sur tout simplement comment faire pour augmenter latéralement une crête à l'aide du bond d'apatite. Alors, premièrement, pourquoi avons-nous des crêtes fines? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons le voir. La première raison, c'est la physiologie. Oui, il y a des gens qui sont avec une physiologie telle et généralement, leur crête est épaisse. Lorsqu'on a une femme avec une telle physiologie, eh bien, nous nous trouvons avec une crête beaucoup plus fine. C'est la première origine des crêtes fines. La deuxième origine, c'est tout simplement l'extraction sans comblement. Cette femme est venue consulter pour faire un traitement implantaire et vous pensez bien qu'avec une crête d'environ 1 mm à 1 mm 28, vous allez le voir tout à l'heure et on le voit bien ici sur la coupe du CBCT et aussi du côté gauche, eh bien, lorsqu'une patiente vient pour un traitement implantaire ici, il faut savoir quoi répondre. Nous n'avons pas le choix. Il faut tout simplement épaissir cette crête. Cette crête fine est venue tout simplement à cause d'extraction qui n'ont pas été comblées. Et voici, eh bien, l'évolution sans comblement. W et CH pour le maxillaire, nous devons épaissir notre crête. Donc, vous voyez que très rapidement, l'épaisseur d'une crête après une extraction s'amincit. Si vous voulez faire un implant dans une crête supérieure, pareil, avec un axe qui va être un axe pour réaliser, disons, une prothèse vissée, eh bien, nécessairement, votre implant va sortir de votre axe osseux. Il faut épaissir. La même chose ici, la même chose là et la même chose là. À la mandibule, c'est pareil. Donc, eh bien, extraction sans comblement, nous l'avons vu plusieurs fois. Aujourd'hui, ça s'exprime par des crêtes fines. Et traiter une crête fine, c'est un gros challenge. Un gros challenge. Nous allons voir quels sont les moyens qui nous sont donnés pour pouvoir traiter les crêtes fines. Mais croyez-moi, ça n'est pas facile. Avant tout, eh bien, il va falloir analyser les tissus durs. Il faut les analyser en qualité, mais les analyser aussi en quantité. Ça veut dire qualité de l'os. Nous l'avons déjà vu lors des précédentes sessions. D1, D2, D3, D4, en fonction de l'épaisseur de la corticale ou de l'importance de l'os trabéculaire. Vous pensez bien que de traiter une crête fine chez ces deux patients au maxillaire avec un os trabéculaire important, une corticale fine ici et là, eh bien, n'est pas le même challenge que de réaliser un épaississement de crête à la mandibule dans des situations pareilles. Alors, nous allons le voir, on peut le réaliser, on va le faire, mais croyez-moi, lorsque une patiente vient avec un os entièrement trabéculaire, entraînement cortical, pas du tout vascularisé, eh bien, croyez-moi, vous pouvez mettre n'importe quel produit au monde, vous n'arriverez pas à épaissir votre crête. Tout simplement parce que nous n'avons pas de sang. Et l'angiogénèse, donc il va falloir tenir le challenge de l'os et savoir que ici, nous sommes dans un milieu qui est plus favorable que ce milieu-là. En quantité, il va falloir aussi analyser notre crête fine. Eh bien, s'il s'agit d'une seule dent, il faut le noter. S'il s'agit de tout un secteur, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose pour les incisions, pour le plan de traitement. Ça n'est pas la même chose non plus pour la chirurgie.
Ça, c'est pour la quantité. Mais vous avez une autre quantité qu'il faut évaluer. Non seulement le nombre de dents correspondant à la crête fine, on a dit une ou un secteur, mais aussi la quantité dans la crête que vous devez épaissir. Ici, vous devez épaissir uniquement sur les 3 ou 4 mm crestal. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez, vous avez ici une crête qui fait à peu près 2 mm de largeur, d'épaisseur. Si vous voulez mettre un implant de 3,75, il va falloir enlever cette crête-là et commencer ici. Mais nous sommes contraints par le nerf dentaire inférieur présent et il nous faut donc élargir ces 3 mm. Ici, nous n'avons pas besoin d'élargir. Nous avons l'épaisseur qu'il faut. Donc, l'élargissement doit se faire en quantité sur les 3 premiers millimètres. Vous avez des crêtes fines sur toute leur hauteur, comme nous l'avons fait ici, sur toute la hauteur de la crête. Donc, il va falloir nécessairement beaucoup plus s'ouvrir et voir la crête et la zone à épaissir dans toute sa surface. Donc, analyse des tissus mous, des tissus durs, nous l'avons dit, en qualité, si c'est cortical ou c'est trabéculaire. Aussi, en quantité, si c'est une seule dent ou un secteur. Et dans le même endroit, dans la même crête, si on doit épaissir uniquement dans les premiers millimètres ou sur toute la hauteur de la crête. Il faut aussi analyser les tissus mous. C'est très important parce que cet homme-là qui est venu pour un traitement implantaire, vous voyez bien, il a extrait ses dents depuis très longtemps. Donc, sa crête est devenue non seulement fine, on va le voir tout à l'heure, tous ces cas, nous allons les voir tout à l'heure. Sa crête est devenue non seulement fine, mais aussi nous avons ici nos tissus mous libres qui sont venus très proches de notre crête. Donc, nécessairement, lorsque vous allez faire votre lambeau, ayant des tissus mous qui se rapprochent énormément de la crête, vous devez prévoir que votre lambeau va être lié à votre muscle. Donc, nécessairement, on risque d'avoir une réouverture. Donc, il faut bien analyser aussi les tissus mous. Vous voyez un vestibule qui est très important. Donc, analyse des tissus durs en qualité et en quantité, et analyse aussi des tissus mous pour prévoir le type de chirurgie. Bon, une fois que vous avez fait cette analyse-là, qu'est-ce qui nous est proposé aujourd'hui sur le marché pour traiter les crêtes fines? Eh bien, la première chose, c'est des implants étroits, de diamètre étroit. Lorsque vous avez une crête fine comme celle-ci, qui vous permet de mettre un implant étroit, écoutez, il faut le mettre. Seulement, les implants étroits ont fait leur preuve. Lorsque vous avez un implant étroit qui fait 13 mm, qui fait 3 mm de diamètre sur 13 ou sur 16 mm de longueur, vous avez un bic qui correspond à environ un implant de 3,75 11,5, qui est un très bon implant. Mais n'oubliez pas que vous devez absolument avoir quand même vos 2 mm d'os en vestibulaire de votre implant. Donc, une crête fine, un implant étroit, pas de souci, mais je dois garder mes mêmes lois de 2 mm d'os qui viennent en vestibulaire de la crête, de la tête de notre implant. Donc, c'est le premier outil que l'on peut utiliser pour une crête fine, c'est les implants étroits de diamètre. Le deuxième outil, les implants courts et larges. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une crête comme ceci, il vous suffit tout simplement de couper votre crête fine pour vous retrouver après avec une crête qui est large, qui vous permet de mettre un implant court et large. Alors bien sûr, on doit garder nos 2 mm aussi en vestibulaire ici, mais pourquoi court? Parce que nous sommes limités par le nerf dentaire inférieur.
Mais il faut savoir que vous risquez d'avoir un rapport couronne-implant inversé. Alors, ce rapport couronne-implant inversé, il faudra juger si c'est sur une dent ou un implant qui est unitaire ou si c'est sur une construction pluriimplantaire. Hein? À vous de juger. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Évitez en tout cas les forces latérales. Ça, c'est certain. Alors, la troisième solution qu'on nous propose aujourd'hui pour traiter les fines, eh bien, ce sont les blocs osseux. Alors, présente, il suffit tout simplement, on va dire, de prendre, lorsque c'est possible, au niveau du menton, un bloc osseux et de le fixer à l'aide de vis de fixation à l'endroit que l'on veut épaissir. Bon, à mon humble avis, toutes ces techniques chirurgicales lourdes sont aujourd'hui dépassées puisque notre chirurgie générale, comme nous l'avons vu plusieurs fois, eh bien, se dirige plus vers une chirurgie à minima. Et ça, c'est une chirurgie lourde qui a ses conséquences, qui a ses paresthésies, qui peut durer quelques mois, qui peuvent être aussi réversibles. Il y a aussi des rejets, il y a aussi des fontes. Pour recouvrir un cas pareil, croyez-moi, pour pas que ça se réouvre et que nos membranes qui vont venir recouvrir ces blocs osseux ne soient pas découvertes, croyez-moi, ça n'est pas facile. Donc, je suis obligé de vous le proposer parce que ça se fait encore, peu à mon avis, et ça se fait de moins en moins, mais il faut le savoir, ça existe. Le splitting. Le splitting, c'est aussi une possibilité de traiter les crêtes fines. Alors, le splitting, ça consiste à faire une rainure dans la crête fine, dans son épaisseur, grâce à un disque monté sur turbine. Alors, ce disque fait environ 1 mm de diamètre. Une fois que vous avez réalisé cette crête fine, il faut casser en vertical pour pouvoir se permettre de repousser ce mur osseux vestibulaire. Et vous pouvez le repousser grâce à une instrumentation. D'un outil que vous rentrez dans la rainure. Lorsque vous tournez avec votre tournevis, eh bien, vous écartez les deux pans que vous venez de séparer. Alors, ça n'est pas très invasif, c'est difficile à faire, et ça a aussi ses risques et ses difficultés. Pour une seule dent, c'est excessivement difficile à faire, c'est plus facile pour un secteur, et sachez que lorsque vous cassez complètement ce mur vestibulaire osseux, on rentre dans d'autres soucis après. Donc ça, c'est le splitting. Et nous avons la ROG. La ROG, c'est tout simplement la régénération osseuse guidée, où il suffit de mettre un matériau, après préparation, on va le voir tout à l'heure, de la face vestibulaire à épaissir, de la crête à épaissir, un matériau qui va tout simplement réparer, lorsque c'est un matériau qui n'est pas résorbable, votre crête fine, ou qui va être remplacé par l'os, comme dans le cas du bond d'apatite. Et ça, nous allons le voir maintenant, la régénération osseuse guidée à l'aide du bond d'apatite. Alors, il faut savoir qu'avec les autres matériaux qui ne sont pas résorbables, c'est plus une réparation osseuse guidée et non pas une régénération. Hein? Ce qui n'est pas le cas avec le bond d'apatite. Alors, quel est le protocole pour pouvoir réaliser? Eh bien, c'est le protocole numéro 3, vous l'avez dans tous les sites, OGMA, ogma.fr, on l'a répété plusieurs fois. Eh bien, on doit faire un lambeau muco-périosté à minima, mais qui nous permet de visionner notre site hôte. Il faut faire des perforations de la corticale, oui, absolument. Il faut placer donc notre bond d'apatite, appuyer à l'aide d'une compresse sèche, repositionner le lambeau avec tension et suturer. Alors ça, c'est le protocole, protocole classique. Nous allons le voir plusieurs fois. D'accord? Nous allons voir à l'aide d'une animation 3D. Regardez,
on fait tout simplement notre incision qui va dépasser de 3 mm la ligne muco-gingivale, voilà, en mésial de notre déficit osseux, de notre crête fine. On décolle un lambeau d'épaisseur totale qui nous permet de visualiser notre crête fine jusqu'à l'endroit, jusqu'au fin fond, l'endroit où nous voulons l'épaissir. Alors, on fait un test et avec cette petite incision, vous avez l'habitude, maintenant, on peut recouvrir, refermer en tension notre lambeau, il n'y a aucun souci, le bond d'apatite nous le permet. Il faut faire une préparation endostée, c'est-à-dire tout simplement faire des trous dans notre corticale pour faire saigner et aussi activer les cellules osseuses. Vous activez votre produit, voilà, il a même fait 2 fois, vous voyez. Comme vous le savez, on repositionne la seringue eh bien, dans la position idéale, comme vous l'avez vu, et on appose notre bond d'apatite. On change de position pour finir le dépôt de la seringue et on appuie très fermement à l'aide d'une compresse sèche, puis d'un élévateur périosté. Vous allez le voir. Voilà. Et là, vous obtenez un bloc compact que vous refermez et que vous suturez en tension. On ne met pas de membrane, nous l'avons vu plusieurs fois. Le bond d'apatite a un pouvoir de barrière et nous n'avons pas besoin de mettre ni membrane ni PRF autour du bond d'apatite pour le recouvrir. Voici un film qui va nous montrer tout simplement, eh bien, en clinique, ce que nous avons vu en animation 3D. Alors, incision crestale à l'aide d'une lame 15C, lame droite. Une incision qui va dépasser la ligne muco-gingivale de 3 mm. Un décollement de notre lambeau en épaisseur partielle. Voici la crête fine. On voit, et regardez jusqu'où cette petite incision nous permet de recouvrir notre futur greffon. On fait une préparation de la table vestibulaire pour faire saigner et aussi pour activer les cellules osseuses, et on met tout simplement le bond d'apatite. Vous appuyez très fermement avec une compresse sèche, puis à l'aide d'un élévateur, d'un décolleur de Mold. Vous pouvez rajouter, mais sachez que ce n'est pas l'épaisseur du matériau, ce n'est pas parce que vous mettez 2 couches, 3 couches que vous allez obtenir 10 mm d'épaisseur d'os. Absolument pas. Hein, on va le voir tout à l'heure. Voilà, vous avez terminé. Vous enlevez les surplus. Et puis, il faut suturer en tension. Nous allons voir les résultats de ce cas-là tout à l'heure. Alors, on suture en mésial, et puis après en distal, et puis au milieu. Vous réappuyez dans ce cas-là, lorsque vous voyez que le sang commence à investir le bond d'apatite, c'est normal, il faut qu'il y ait du sang. Et là, on fait notre test de prévisibilité pour voir est-ce que ça va s'ouvrir ou pas. Et là, les fils ne bougent pas, donc ça ne s'ouvrira pas. Pour activer un petit peu la cicatrisation des tissus mous, vous mettez une Madt-BK, un pansement intraoral, et voilà. Bon, voici ce que nous avons obtenu 3 mois plus tard. Bon, le film de la mise en place des implants a été fait il y a seulement une semaine. Il est en train d'être développé, donc vous l'aurez sur notre groupe WhatsApp, comme d'habitude, sans souci. Il faut savoir quelque chose, apprendre à aller lire les CBCT. Il faut savoir que très souvent, le CBCT ne reflète pas la réalité clinique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'os, après 3 mois, selon le turnover, la vitesse de turnover du turnover osseux du patient, eh bien, va prendre quelques temps pour se calcifier. Et l'os qui n'est pas calcifié, généralement, on ne le voit pas au CBCT. Donc, prudence, le CBCT ne reflète pas
la réalité clinique. Ce que vous voyez ici en zone radio-opaque, hein, c'est de l'os jeune. La même chose ici. Bon. Maintenant, vous avez deux options. La première option, c'est tout simplement d'implanter le jour de la greffe. Vous devez épaissir une crête, vous voulez mettre votre implant le jour de l'épaississement de la crête. La deuxième option, c'est de reporter la pose de l'implant 4 mois après la greffe. Alors, nous allons voir quand est-ce qu'on choisit cette option-là, quand est-ce qu'on choisit la deuxième option. Implanter le jour de la greffe. Bien voilà, nous sommes en présence d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a une crête fine. Alors, cette crête fine, c'est juste pour la pose d'une 14, hein, si je me souviens bien, on va le voir ensemble. Cette crête fine, eh bien, elle est juste à ce niveau-là. Ici, eh bien, nous avons la possibilité, nous avons 3 mm à peu près, 3 ou 4 mm. Alors, vous avez la possibilité soit de combler et d'attendre 4 mois, soit de mettre votre implant. Et puis, c'est ce que nous avons fait ici. Nous avons mis notre implant, mais un implant, quel implant? Un implant fin, un implant étroit. On ne met pas ici un implant de 3,75 ou de 4,2 mm de diamètre. Il faut s'aider avec les outils qui sont mis dans nos mains. Et nous avons des implants étroits, il faut les utiliser. Alors, nous avons une grande hauteur ici. Eh bien, on aura un bic extraordinaire avec un implant de 16 mm sur 3 mm de diamètre. Alors, dans un cas pareil, qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, nous allons avoir ici notre implant qui va être dans l'axe de notre crête. Notre tête de l'implant va être bien couverte par la crête, mais nous allons avoir ici quelques déhiscences, quelques spires de l'implant qui vont sortir. Eh bien, ça n'est pas grave, c'est un très bon cas. C'est un très bon cas parce que ici, votre os, votre bande apatite va très bien tenir, il va être compact, il est dans une forme dans une espèce de cuvette concave comme ceci, et c'est un très bon cas. Mais ne mettez pas dans un 4,2 ou notre crête. Non, ça, il ne faut pas le faire. C'est trop difficile à gérer. Et regardez ce que nous avons obtenu après 4 mois. On a obtenu un très bon résultat. Notre implant fait 16 mm, 3 mm de large, c'est extraordinaire. Et regardez ce que nous avons pu obtenir comme os à 4 mois. C'est un très beau résultat. Alors là, on a mis l'implant le jour de la greffe osseuse, de l'épaississement de crête. Voici un deuxième cas d'un jeune homme qui avait donc une agénésie de la 22. Eh bien, nous avons décidé, dans un cas pareil aussi, de mettre l'implant. Voici la déhiscence dont nous avons parlé tout à l'heure, qui se trouve dans une concavité. C'est un très bon cas. Mais notre tête de l'implant, elle est vraiment entourée par l'os du patient. Et c'est un implant fin. Hein, nous n'avions pas beaucoup d'espace non plus. Nous devons respecter les 2 mm à 2 mm et demi entre l'implant et les deux dents collatérales. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre un 3,75 ou un 4,2 ici, surtout pas. Et on se permet de mettre un implant aussi fin parce que nous avons aussi une crête fine. Et si nous avons nos petites spires en déhiscence ici, ça n'est pas grave, c'est un très très bon cas. C'est simple à réaliser, pas de membrane, on dépose juste le bande apatite, on appuie fermement et on suture. C'est simple, ça doit être simple. Et voici le résultat au bout de 4 mois que nous avons obtenu avec au moins 3 à 4 mm d'os en vestibulaire de notre implant dont les spires étaient complètement dévoilées dans ce site. Bon, alors maintenant, on va parler de reporter la pose de l'implant 4 mois après la greffe. Sont généralement les cas qui se proposent à nous. Sachez que je reviens à la pose de l'implant le jour de l'épaississement de la crête. Sachez que la prothèse va déterminer l'axe de votre implant. Si vous décidez que la prothèse doit être l'élément décideur, eh bien, lorsque vous ferez une prothèse collée,
vous n'avez pas de souci. Vous pouvez aller dans l'axe de la crête fine et vous avez toute une série de pièces prothétiques angulées qui vous permettront de retrouver l'axe que vous voulez pour votre prothèse. Si vous décidez de faire une prothèse vissée, il est évident que quelquefois, et ça c'était le cas que vous avez vu, le dernier cas c'est chez ce jeune homme avec son agénésie, eh bien, il faudra mettre l'implant dans un axe palatin et droit. Et c'est pour ceci que nous avons une déhiscence et nous devons traiter cette déhiscence à l'aide d'un épaississement grâce au bond d'apatite. Maintenant, on va reporter la pose de l'implant à 4 mois. Eh bien voilà, chez cette femme, par exemple, qui est venue avec une crête fine dans un secteur entier, puisque ça part de la 32 jusqu'à la 37, eh bien, préparation de la crête fine à l'aide d'une fraise, alors vous choisissez ce que vous voulez, en tungstène ou tout simplement une fraise diamantée. Je ne vous conseille pas les fraises Zecria parce que vous pouvez être coincé. Elle peut se coincer à l'intérieur de votre corticale et se casser. Donc, vous pouvez le faire avec une fraise Zecria, mais casser vous-même avant de l'utiliser le bout de la fraise. Elle devient très tranchante. Vous posez votre matériau et regardez ce que nous avons obtenu. Regardez cette épaisseur que nous avions, et regardez ce que nous avons obtenu. Ça, c'est un implant de 5 mm de diamètre, ça de 4,2 et ça de 3,75. Alors, c'est quand même assez formidable. Imaginez l'épaisseur que nous avons et 5 mm plus encore 2 ou 3 mm que nous avons obtenu ici. Ça fait beaucoup. Alors, on va voir d'autres cas, bien sûr. Le cas de cette femme-là aussi, la même chose. Regardez comme nous étions. Préparation de la corticale, on fait saigner tout simplement, mais on attend vraiment que ça saigne. Là, c'est trop tôt pour mettre votre bond d'apatite. Il faut attendre vraiment que ça saigne. Il faut vraiment rentrer dans l'os trabéculaire. Il faut activer aussi les cellules osseuses trabéculaires. C'est très important. Et voici ce que nous avons obtenu avec un implant de 5 mm ici, de diamètre. Le deuxième, c'est un 4,2 et un 3,75. Bon. Alors, maintenant, chez cette patiente qui est venue pour réaliser aussi un traitement implantaire au maxillaire, eh bien, on se trouvait dans une situation pareille. Alors là, nous avons une corticale. Il va falloir travailler cette corticale. Hein, il faut vraiment percer ici, n'ayez pas peur. Vous allez dire, écoutez, je suis en train de retirer de l'os, alors que mon but, c'est d'ajouter de l'os. Eh bien, c'est le chemin qu'il faut prendre. Quelquefois, il faut savoir détruire un petit peu pour reconstruire encore mieux. Là, nous avons besoin de sang et de cellules osseuses. Et c'est ce que nous avons fait ici, avant d'avoir mis le bond d'apatite. Et regardez ce que nous avons obtenu. Alors, une fois que vous avez ça, eh bien, vous pouvez très bien rajouter encore, si vous voulez, du bond d'apatite. Ça n'a pas d'importance. Voici le résultat. Regardez, on a obtenu jusqu'à 3 à 4, quelquefois 5 mm d'os supplémentaires qui nous a permis de mettre nos 3 implants. Alors, un autre cas chez cette femme qui est venue aussi pour un traitement implantaire au maxillaire à cause d'un bridge qui ne tenait plus. Eh bien, vous le voyez ici. À cet endroit-là, de la 12, nous avions une crête très fine et nous sommes obligés de mettre un implant le plus distal. Donc, nous avons fait une perforation uniquement à l'endroit où nous voulions obtenir un épaississement de la crête. Là, nous avons une belle crête qui est bien large. C'est ici, il va nous falloir épaissir et c'est ce que nous avons obtenu au bout de 3 mois. Alors, vous voyez, on ne voit plus de corticale là parce que nous l'avons travaillé la corticale et nous avons obtenu cette épaisseur de crête qui nous permettra de mettre un implant. Maintenant, lorsque vous avez des dimensions qui sont faites par les techniciens de votre Sylvicity, ne les prenez pas en compte. Parce que très souvent, ils les sous-dimensionnent ou
surdimensionné, je n'ai pas encore vu, mais sous-dimensionné, oui. Donc, attention aussi, et c'est la clinique qui parlera. Alors, chez cette jeune femme là, qui est venue, eh bien, au niveau d'une seule dent, d'une 24 dont ils n'ont pas fait de comblement osseux le jour de l'extraction, regardez ce que nous avons. 2 mm d'épaisseur d'os. 2 mm. Bon, si on enlève ces 2 mm-là pour mettre un implant plus, on va dire comme ça, plus large, eh bien, nous allons arriver très proche de notre sinus et il va falloir un peu changer les données et avoir une dent qui va être aussi très longue. Donc, nous avons décidé tout simplement de mettre du monde apatite en vestibulaire de cette crête fine. C'est ce que nous avons fait. Et regardez ce que nous avons obtenu pour mettre un implant de 3 mm sur 13 mm de, de longueur. Alors, l'implant fait 3 mm. Là, nous avons bien 3 mm de plus, ça fait 6 mm. Et là, nous avons 1 mm d'os, ça fait 7 mm. Nous étions à 2. Donc, en épaisseur, nous avons obtenu 5 mm d'épaisseur supplémentaire. Il faut savoir que dans les articles parlant de la ROG, de la régénération osseuse guidée, à l'aide de biomatériaux à base de cristaux d'hydroxyapatite d'origine bovine ou tout simplement de matériaux humains, généralement entre 3,71 jusqu'à 4,20 d'épaisseur supplémentaire sont obtenus. Sur un article parlant de l'aérogé. Alors, probable, eh bien, nous pouvons obtenir 5 mm d'augmentation osseuse, ce qui est énorme. La même chose, c'est chez cette femme, d'environ une quarantaine, cinquantaine d'années, qui devait extraire donc cette dent-là, venue pour un traitement implantaire. Nous devons mettre un implant ici. Alors, nous avons décidé tout simplement d'extraire et puis d'élargir en même temps, puisque ici, nous n'avons pas de crête épaisse. On ne peut pas se permettre de mettre un implant le jour même. C'est ce que nous avons décidé en tout cas. Eh bien, nous avons mis notre bande apatite, toujours la même chose, une incision en mésiale qui dépasse la ligne muco-gingivale de 3 mm, votre lambeau d'épaisseur totale. Vous mettez votre bande apatite, vous appuyez et regardez l'épaisseur de crête que nous avons obtenue comparativement à ce que nous avions avant la greffe osseuse. Alors, lorsque vous voyez ça, vous voyez quelques cristaux gros d'hydroxyapatite, le reste, c'est de l'os. Alors, que se passe-t-il entre le bande apatite que vous allez mettre là et votre os haute? Eh bien, pour ça, il faudrait faire un prélèvement, couper tout ça, faire une analyse histologique. On ne l'a pas fait, vous pensez bien. Mais comme nous savons que notre bande apatite se transforme en os, tout simplement, en os du patient, eh bien, c'est de l'os qui est en continuité avec l'os du patient hôte. Alors, même chose chez ce patient-là, c'est un cas qui est très intéressant. Ça, c'est le patient dont je vous avais montré tout à l'heure avec un vestibule qui était très proche. Il n'y avait pas de hauteur de vestibule. Bon, voilà la crête fine présente ici. Ça, c'est une 13. Alors, on a de la place et on a une belle crête pour pouvoir mettre un implant 375 ici en 14. Mais là, là et là, ça n'est pas possible. Nous avons une concavité qui va nous tenir notre bande apatite. Ici, nous avons du sang qui commence à venir. On a de l'espoir dans un cas pareil. On fait quand même notre préparation, on met notre implant là où on peut le mettre. Et ici, on fait tout simplement une préparation de la phase vestibulaire en faisant saigner. Quelquefois, il faut attendre. Il faut savoir être patient. On met notre bande apatite et regardez cette épaisseur de crête que nous avons obtenue. Extraordinaire. Regardez, là, c'est l'endroit où nous avons mis notre implant, c'est donc cet endroit-là. Là, regardez cette épaisseur.
Et nous avons pu mettre 2 implants de 3,75 mm 3 mois après avoir réalisé notre greffe osseuse. Alors, ce qui est intéressant dans un cas pareil, c'est que regardez cliniquement où nous étions. Regardez ce que nous avons obtenu. C'est quand même formidable. On le voit bien ici. Bien, regardez ce que nous avons obtenu, comment nous étions au scanner, au CBCT. Crête très fine, 2 mm de crête peut-être, 2 mm à 3 mm ici. Là, ça se rapproche de l'endroit où nous avons mis notre implant. Regardez ce que nous avons obtenu. Mais ça n'a pas l'air très, au CBCT, un résultat très bon. Ici, il se passe quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, on n'arrive pas bien à lire. Je n'ai plus ma corticale parce qu'on l'avait travaillée, je suis d'accord, ici aussi, mais là, il se passe quelque chose. Eh bien, dites-vous bien que ce que vous voyez ici, c'est ce que vous avez là. Alors, encore une fois, je vous le rappelle, le CBCT ne reflète pas nécessairement la réalité clinique. Alors, lorsque vous voyez un CBCT pareil, alors maintenant, je sais les lire un petit peu plus, j'ai beau parler avec mon technicien pour qu'il change ses paramètres pour pouvoir nous montrer plus notre greffon osseux qui est en train de se calcifier. Cet homme-là a environ 70 ans, donc ça va prendre un peu de temps. Eh bien, non, on n'y est pas arrivé. Donc, on réouvre. On réouvre et généralement, on est très agréablement surpris. Donc, attention à la lecture du CBCT. Chez cette femme-là, d'environ 65 ans, avec une crête très fine au maxillaire supérieur droit, où nous devions implanter, eh bien, nous avons mis notre bande apatite une première fois, alors que lorsque vous faites, là j'ai fait, vous voyez un petit peu le décollement du lambeau palatin, mais il ne faut jamais décoller le lambeau palatin. Hein. Je fais ça pour que vous puissiez voir. Il ne faut absolument pas toucher au lambeau palatin, hein. Seulement un lambeau vestibulaire. On met le bande apatite. Alors, j'ai pu mettre mon dernier implant, d'accord, mais là, non. Là, je n'ai pas pu mettre mon implant. Alors, j'ai refait. J'ai remis un petit peu de bande apatite. Et j'ai attendu un petit peu plus. Et voici ce que nous avons obtenu. Regardez cette épaisseur formidable. Nous avons donc le forage qui a perforé même le mur palatin, eh bien, a été entièrement reconstruit par le bande apatite. Et nous avons pu mettre notre implant en mésial et notre deuxième implant ici à 3,75. Voilà. Voici le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce cas-là? Eh bien, on apprend une chose, c'est que quelquefois, lorsque nous ne sommes pas arrivés encore au résultat qu'on voulait, eh bien, on peut refaire une deuxième fois, on peut remettre un peu de bande apatite. Ce sont des chirurgies à minima. Il faut prévenir le patient avant. Nous ne sommes pas des magiciens. Surtout avec le bande apatite, c'est l'os et l'os haute. C'est le patient qui va décider. On va aider le patient en faisant des préparations de la table vestibulaire. On va aider le patient en lui expliquant de ne pas toucher là-bas, de ne pas toucher ni avec la langue, ni avec le doigt. Et puis, on va aider son corps à reformer de l'os. Quelquefois, ça prendra 2 fois. Nous revoyons le premier cas que vous avez vu lors de cette session. Cette femme d'environ 60 ans qui est venue avec une crête très fine, entre la 12 et la 22. Croyez-moi, lorsqu'une femme vient avec un problème pareil, eh bien, c'est un grand challenge de mettre un implant en 12 et de mettre un implant en 22. Parce que regardez bien, vous voyez ce que nous avons? Non seulement on n'a pas beaucoup de hauteur, mais ça, on va pouvoir s'arranger, mais on n'a pas du tout de largeur. Du tout. On est 1 mm, 1 mm 75. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Mettre un bloc ici, n'y comptez pas. Traumatisant, très dur à réaliser. De faire un ROG ici avec des matériaux classiques et mettre aussi une membrane qu'il va falloir fixer avec des vis de fixation et faire un lambeau d'épaisseur partielle, invasif, sous l'aile du nez,
Croyez-moi, c'est très traumatisant et très difficile à faire. Alors, cette opération, nous l'avons fait avec le docteur Amos, que je salue, que je remercie, Amos Yahav, et nous avons décidé de mettre du bon d'apatite, tout simplement, de mettre du bon d'apatite et de fermer. Voyons un petit peu ce que nous avons obtenu. Pas grand-chose. Ça n'est pas vrai. On a obtenu quelque chose. On est passé de 1 mm peut-être à 3 mm. Mais ce n'est pas ça, ça n'est pas ça le résultat extraordinaire que nous avons obtenu. Nous avons changé la, la, la qualité du secteur hôte grâce au bon d'apatite. De telle sorte que lorsque nous avons mis pour la deuxième fois du bon d'apatite, nous avons pu mettre notre implant de 3,75 mm. Alors regardez, nous avons un implant de 3,75. Nous avons bien ici 2 mm, peut-être ici 2 mm. Faites le calcul. On arrive à 7,75. On est parti avec 1 mm 75. 6 mm d'os du patient ont été obtenus chez une femme d'environ 60 ans. Croyez-moi, c'est un résultat extraordinaire, un minima que nous avons mis pour pouvoir obtenir ce résultat. Alors, vous allez me dire, oui, mais docteur Baranès, vous l'avez fait en 2 fois, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai fait en 2 fois. Une première fois, 3 mois plus tard, et j'avais prévenu la patiente, écoutez, on essaye d'activer votre régénération osseuse. Ça peut prendre 2 fois. Elle est prévenue, elle est d'accord. Je pense qu'elle a raison. Elle a raison d'être d'accord, parce que du côté gauche, c'est la même chose. Regardez ce que nous avons. Un challenge terrible. 1,34. On a mis notre bon d'apatite 2 fois, on a pu mettre notre implant de 3,75 et voici, avec le pilier et son bridge provisoire, environ 5 mois après. Donc, il faut savoir que lorsqu'on part de ça, il ne faut pas être effrayé. Il ne faut pas non plus se prendre pour un magicien. Il faut tout simplement dire, écoutez, patiente, je vais vous aider. Je vais aider votre corps à, à se refaire, à se reconstruire avec le bon d'apatite. Parce que pour partir de ça et arriver à ça, c'est un très bon résultat. Et elle a pu avoir sa prothèse. Maintenant, un cas très difficile. Très difficile, mais qui nous a ouvert beaucoup de portes. C'était aussi un cas que j'ai fait avec le docteur Amos Yahav. Nous avons eu une patiente qui est venue, donc, et avec une 45, une 44 et une 45 manquante depuis très longtemps, mais un site hôte très, très, très défavorable, uniquement cortical. Croyez-moi, c'est très, très difficile à réaliser, à obtenir un bon résultat dans un cas pareil. Très difficile, tout simplement parce que le hôte n'est pas très sympathique. Il ne nous propose pas beaucoup d'être aidé. Donc nous, ce que nous allons faire, nous allons changer sa texture. Il est antipathique, ce site hôte. Il n'est tout simplement pas vascularisé. Un os sec, un os qui n'a pas de sang. Le sang que vous voyez là, c'est du sang tout simplement qui vient de notre ouverture, de notre lambeau. Mais tout ça, c'est blanc, c'est sec, ça n'a pas de vitalité. Eh bien, nous avons décidé de déposer tout simplement du sulfate de calcium pur et d'attendre. D'attendre, dans ce cas-là, nous avons attendu 3 mois. Mais je pense que maintenant, nous attendrons moins que 3 mois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce sulfate de calcium pur, vous ne l'avez pas encore, vous allez le recevoir bientôt. C'est le sulfate de calcium avec lequel le bond d'apatite est réalisé, mais sans les cristaux d'hydroxyapatite, 0,5 cc, tout simplement, pour changer et revitaliser notre secteur hôte.
Regardez ce que nous avons obtenu, même après 3 mois. Extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est difficile à dire. Je ne peux pas vous dire si... Mais je peux dire une chose, c'est que cliniquement, eh bien, ce secteur hôte est beaucoup plus sympathique que celui-ci. Il y a du sang, il y a sûrement des facteurs de croissance, il y a sûrement des protéines de facteurs de croissance ici. Il y a peut-être même des ostéoblastes jeunes, c'est possible. Parce que nous connaissons le travail du sulfate de calcium dans l'ostéogénèse. Eh bien là, dans un site pareil, nous avons mis du bondapatite. Parce que c'est un bon site. Regardez ce que nous avons obtenu. Extraordinaire. Regardez ça. Une épaisseur d'os qui nous permettra, regardez. Ici, c'est un forage que j'ai fait seulement il y a 2 semaines de 4,2 mm. Regardez, nous étions. Regardez, nous étions. 1,5 mm, peut-être 2 mm. 4,2 mm rajouter 1 mm ici, ça fait 5,2. Rajouter au moins 2 mm à 3 mm ici. On est à peut-être 7,2 ou 8,2. On va dire 7,2, on est parti à même pas 2 mm. Et ceci parce que nous avons revitalisé le secteur. Je n'ai pas mis l'implant le jour même, on va le mettre la semaine prochaine parce que la corticale restait une corticale, elle n'était pas vascularisée, donc vous savez très bien qu'on doit faire une stimulation osseuse en faisant les forages, et puis on reporte la pose de l'implant quelques semaines après pour pouvoir les mettre dans une situation nettement meilleure. Eh bien, c'est ce qu'on a fait avec le bondapatite ici. On a pris du sulfate de calcium, on l'a posé sur cet endroit hôte tout à fait indésirable et tout à fait non favorable pour obtenir un secteur hôte très favorable et pour obtenir un os du patient qui s'est reformé. Nous étions comme ceci et nous avons obtenu ceci. Ce que je vous dis là, c'est une grande première. Nous avons réalisé sur 3 patients jusqu'à aujourd'hui cette technique. Une technique en 2 fois. Dépose du sulfate de calcium pur sur un secteur hôte qui n'est pas du tout sympathique, qui est formé d'une corticale épaisse sans os trabéculaire, pour obtenir la deuxième fois, après avoir mis du bondapatite à ce moment-là, eh bien, un os large et vascularisé. En conclusion de cette session, il faut savoir tout simplement que après avoir fait une bonne analyse, une analyse des tissus mous, des tissus durs avant tout, quantité, qualité, des tissus mous aussi, eh bien, il faut respecter le protocole. Ça, vous le savez maintenant. Avec le bondapatite, quand on respecte le protocole, on obtient d'excellents résultats. Attention à la lecture du CBCT. C'est normal que vous ayez une sous-dimension au niveau du CBCT parce qu'il n'arrive pas encore à déterminer et à localiser et à nous montrer cet os jeune qui est en cours de calcification. Préparez aussi des implants fins de 3 mm ou 3,3 mm. Ils vous aideront aussi énormément. Ne cherchez pas spécialement à mettre des implants de 4,2 mm dans une crête fine que vous avez élargie. Non, aidons-nous des moyens que nous avons. Et la grande nouveauté, c'est que lorsque le cas est difficile, comme le dernier cas que je vous ai montré, avec une corticale très sèche, pas vascularisée, eh bien, on fait 2 fois la greffe osseuse avec une chirurgie à minima qui n'est pas douloureuse. Cette personne n'a pas eu de douleur. Cette personne n'est pas revenue avec des symptômes inflammatoires, ni extérieurs, ni intérieurs. Tout simplement parce que le bondapatite, le sulfate de calcium, modifie la biologie du site hôte. Dans quelques temps, dans à peu près 1 mois, va sortir un très bel article et vous serez les premiers à l'avoir sur nos groupes WhatsApp sur le traitement des crêtes fines à l'aide du bondapatite. Et nous sommes en train aujourd'hui de travailler énormément sur cette apposition différée du bondapatite
par revivification, on refait vivre l'os hôte pour lui donner une texture qui sera beaucoup plus agréable et qui donnera de meilleurs résultats après apposition du bande apatite. Voilà, merci à vous. Excusez-moi encore pour tous les problèmes techniques du début de cette session, mais je pense que vous avez été très… Merci, docteur Barnès. Merci encore pour tous ces cas. Vous avez une très belle… Respectez tout ce que nous avons dit. Et vous aurez Alexandre, eh bien, je suis prêt à y répondre. Voilà, nous avons quelques questions. Il faut savoir que pendant la session, votre micro a été souvent coupé et des fois, on a eu du mal à vous entendre ou à vous percevoir. Mais ce n'est pas très grave. On a compris en général tout l'ensemble de vos techniques. Vous avez en plus répété plusieurs fois ce que vous aviez mis en avant, même quand on ne vous entendiez pas. Donc, ça a été. Je vais vous poser des questions enfin, des personnes qui ont suivi la conférence ont posé pas mal de questions. Et on va démarrer maintenant avec, dans le cadre de l'agénésie, êtes-vous dans l'axe prothétique? Alors, c'est ce qu'on a dit. Ça dépend ce que vous décidez. Nous, personnellement, nous avons décidé de ne faire que de la prothèse vissée. Donc, c'est la prothèse qui va choisir notre axe, l'axe de notre implant. Bien que nous ayons des correcteurs d'axe aussi pour la prothèse vissée, comme le propose Alexandre, des multi-unités, mais il faut savoir que dans un secteur antérieur à multi-unités, vous mettez dans une situation qui risque d'être un peu difficile dans plusieurs années. Donc, choisissez votre axe. Si vous faites une prothèse vissée, eh bien, ce sera l'axe de votre prothèse. Si vous faites une prothèse une prothèse collée, eh bien, avec une prothèse collée, choisissez l'axe de la crête, tout simplement. Dans le cas de l'agénésie 12, avec déhiscence, avez-vous fait la préparation endostée à la fraise? Bravo. Non, je ne l'ai pas faite. Non, je ne l'ai pas faite et pourtant, nous avons eu un très bon résultat. Un très, très bon résultat. Alors, pourquoi? La personne était jeune. Je pense que c'est aussi pour ça et j'avais aussi pas mal de sang là-bas. Donc, je n'avais pas fait la préparation endostée. C'est un cas qui a à peu près 2 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de préparation endostée, mais ça a très bien fonctionné. Alors, il faut savoir aussi que lorsque vous faites votre implant, il faut le savoir, eh bien, vous mettez votre implant dans votre crête, vous avez une déhiscence, vous avez des cellules osseuses qui sont présentes là, parce que vous avez abîmé plus ou moins votre secteur hôte. Et ces cellules osseuses-là, elles vont nous aider à reconstruire un os. Donc, c'est l'avantage que nous avons en mettant l'implant, c'est qu'on a un petit peu revigorifié cet espace hôte et ça nous permet d'avoir les résultats que nous avons obtenus. Je reviens sur la première question. Pas de problème mécanique à long terme quand vous choisissez l'axe osseux? Problème mécanique à long terme quand je choisis l'axe osseux. Je pense que la personne veut dire que en fonction du pilier choisi, vous mettez quelque part en bras de levier par rapport à l'implant si vous choisissez un pilier titane plutôt qu'un pilier transvissé type multi-unique. Ce n'est pas très grave, on n'est pas là pour faire de la prothèse. On continue sur les questions. Bonjour, pourquoi ne pas réaliser une incision de décharge mésiale mais aussi distale pour une meilleure visibilité du site opératoire? Alors, l'incision distale, sachez quelque chose, c'est qu'elle va vous couper votre vascularisation qui est toujours postéro-antérieure. Donc, on essaye de les éviter. Et avec une incision mésiale, généralement, vous pouvez très, très bien voir votre déficit osseux. Donc, il n'y a pas de nécessité de cette incision distale. Ok, on ne vous en veut pas, mais c'est pas grave. On a compris. Maintenant, donc, pas de nécessité si vraiment d'utiliser vous êtes dans un cas où vous dites en postérieur du 27, visualisez votre crête fine. C'est-à-dire en premier abord, ne la faites pas, mais après, oui. D'accord. Normalement, la stimulation endostée ne se réalise pas en amont de 14 avant la greffe. À 14 jours avant la greffe, excusez-moi.
Encore une fois, Alexandre, tu peux répéter la question? Est-ce que normalement, on ne doit pas faire une préparation endostée 14 jours avant la greffe? Pour préparer le site, en fait. Alors, on va remettre les choses bien au point. Peut-être qu'il y a eu des coupures parce que là, je vous dis, la liaison Internet n'est pas très, très bonne. Donc, il faut savoir que si vous décidez de mettre votre bande apatite, il faut faire cette préparation endostée, il faut la faire avant de mettre votre bande apatite. Maintenant, si vous décidez de faire une préparation de votre secteur hôte, préparation en mettant tout simplement du sulfate de calcium, comme je vous l'ai montré dans le dernier cas, qui est un secteur hôte très défavorable, très peu sympathique, eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes pas tellement obligé de faire une préparation endostée, parce que vous êtes uniquement cortical, vous n'allez pas obtenir grand-chose. D'accord? Maintenant, 14 jours avant, non. Non. Lorsque vous avez un os cortical et que vous voulez mettre un implant, eh bien oui, il faut faire votre préparation, vos forages et refermer. Et seulement 3 semaines, à 3 semaines et demie ou 4 semaines, selon les auteurs, eh bien vous remettrez votre implant dans un site hôte nettement plus favorable. Mais avec le banc d'apatite, non. Vous faites votre préparation endostée le jour où vous mettez votre banc d'apatite. Quand un patient a déjà des implants posés avec des déhiscences osseuses sur une partie de la hauteur de l'implant, est-il possible d'appliquer cette technique? Alors, si j'ai bien compris, on est en présence d'un patient qui a donc des implants qui ont été mis depuis longtemps. Il y a une déhiscence autour de ces implants-là. Est-ce qu'on peut mettre le banc d'apatite, hein, Alexandre, si j'ai bien compris la question? Si c'est ça, oui. Eh bien, non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Parce que les implants sont Bien inertes. que. Parce que, Parce que les pardon, implants sont inertes. Ils n'ont pas de vitalité. les implants sont inertes. Et puis, il faut savoir, depuis que nous sommes ensemble, ça fait à peu près 2 ans. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Vous Oui, m'entendez oui, ou pas, on vous entend. Alexandre? On vous entend. Bon, très bien. Eh bien, il faut savoir que les choses évoluent. Dans notre groupe WhatsApp, si vous le voulez bien, dans une ou 2 semaines, je vais vous montrer plusieurs cas de déhiscence dues à des extractions multiples proches d'implants. Et vous verrez les implants complètement avec une déhiscence et presque sur toute la longueur. C'est-à-dire, on voit les spires sur presque toute la longueur. On a mis du banc d'apatite. Eh bien, on a eu une régénération osseuse autour de l'implant. De là à dire qu'on traite toutes les déhiscences à l'aide du banc d'apatite, non. Non. De là à dire est-ce qu'on traite les périimplantites avec le banc d'apatite aujourd'hui, non, je ne dirais pas ça. Mais je dis que dans des cas particuliers, je vous montrerai ces cas particuliers, eh bien, nous obtenons des résultats fantastiques sur des déhiscences d'implants anciens. Nous verrons ça ensemble plus tard. Si en mettant l'implant, le col de l'implant n'est pas recouvert par l'os en vestibulaire, peut-on mettre du banc d'apatite sur la tête de l'implant ou alors uniquement s'il y a une déhiscence? Bon, alors ça, c'est une grande difficulté. Il faut le savoir. La tête de l'implant doit être dans une boîte osseuse. C'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser le plan vestibulaire osseux. Parce que, imaginez, votre banc d'apatite est là tout simplement pour reconstruire un os à partir d'une base osseuse. Alors, lorsque votre tête d'implant dépasse votre plan osseux, si vous mettez du banc d'apatite, d'où le banc d'apatite va-t-il recevoir sa force pour régénérer l'os? Pas de l'implant. Donc, c'est un cas compliqué, c'est un cas difficile. Mettez votre tête d'implant dans une boîte osseuse. Vous obtiendrez des résultats fantastiques. Ne cherchez pas à mettre des implants très larges lorsque vous avez des crêtes fines. Non, mettez des implants qui sont des implants étroits et ajoutez du banc d'apatite. Ça, oui. Oui, Alexandre. J'ai quelqu'un qui dit les implants de 3 mm en secteur postérieur ne sont pas recommandés. De base, ça entraîne des cassures au niveau du col. Le but de la greffe n'est-il pas de pouvoir poser des implants de 4, voire de 4,2 ? Point d'interrogation. Oui, oui.
Je suis d'accord. Les implants de 3 millimètres marchent bien, fonctionnent bien. D'abord, il faut savoir que vous avez plusieurs types d'implants de 3 millimètres. Vous avez ceux qui permettent, qui sont en one piece, c'est-à-dire tout simplement que la partie prothétique est solidarisée avec l'implant. Personnellement, je n'utilise pas cette sorte d'implant. Vous avez des implants de 3 millimètres qui permettent une prothèse qui sera vissée à l'intérieur de l'implant. Bon, les 3 millimètres, on ne les met pas en postérieur. Premièrement, il est rare de trouver des écrits qui puissent dire d'une manière aussi catégorique une chose pareille. Et il est vrai que lorsqu'on met des implants de 3 mm en postérieur, il ne faut pas mettre des implants de 10 mm ou de 11 mm et demi. Il faut mettre au moins du 13 ou du 16 pour avoir un bon bic. Deuxièmement, faire très attention aux latéralités et à l'occlusion. Il n'y a aucune raison qu'un implant de 3 mm casse au niveau de son col, plus qu'un implant de 3,75 si on a une occlusion parfaite qui est bien équilibrée et qu'il n'y ait pas de latéralité. Alors ça, c'est un jeu auquel on doit tous faire attention. C'est vrai que je ne mettrai pas des implants 3 mm à n'importe quel endroit. Et notre but, c'est d'élargir la crête. Eh bien, lorsqu'on veut mettre et on a vu que la majorité des cas, nous avons mis du 315, du 4,2, du 5 mm, parce que nous avons obtenu au moins 5 mm d'os supplémentaires. Donc, oui, mettez des implants larges, pas trop larges non plus, parce qu'il faut aussi avoir nos 2 mm en vestibulaire. Hein? Ça, je laisse libre à chacun de choisir sa chirurgie et sa implantaire, sa technique. Oui, c'est certain qu'au niveau prothétique, il faut concevoir sa chirurgie en fonction du système prothétique qu'on va adopter et c'est indispensable. L'incision mésiale nous permet-elle d'avoir un effet portefeuille ainsi une bonne cicatrisation et une meilleure suture? C'est une question qui suit. Alors oui, cette incision mésiale. Alors oui, cette incision mésiale, absolument, elle a plusieurs fonctions. Sa première fonction, c'est nous permettre, en dépassant la ligne mucogingivale de 3 mm, nous permettre de recouvrir notre bande apatite. Cette incision mésiale nous permet de faire notre lambeau d'épaisseur totale et de visualiser notre site à greffer. Et puis, tout simplement, elle nous permet de réaliser des sutures en tension. Cette enveloppe-là, oui, elle existe, mais attention, faites-la, cette incision mésiale. Ne faites pas seulement une enveloppe, parce que vous verrez moins bien votre déficit osseux. Vous ferez moins bien votre préparation endostée. Vous appuierez moins bien votre bande apatite avec la compresse et le décolleur de Molt. Alors faites-la, cette incision mésiale. Elle n'est pas très invasive et c'est la seule de tout ce lambeau. Alors, je vais vous poser une dernière question. Je Oui. pense que tout le monde a posé toutes les questions qu'il voulait. Est-ce qu'au lieu d'utiliser du sulfate de calcium, on peut utiliser de l'ogma, enfin du bond d'apatite? Absolument. Cette question-là est très bonne et c'est ce que nous avons fait dans l'avant-dernier cas de cette crête fine entre la 12 et la 22. Nous avons mis d'abord du bond d'apatite. Ce bond d'apatite contient du sulfate de calcium. Ce sulfate de calcium vient revigorer, vient redonner une vie à cet endroit haute et vient redonner du sang. Il agit sur l'angiogénèse. Il agit aussi sur les facteurs de croissance, sur les protéines des facteurs de croissance. Nous avons aussi des ostéoblastes. Tout ça, c'est basé sur une littérature. Nous avons des ostéoblastes jeunes. Il vient favoriser l'ostéoblastie. Donc oui, le bond d'apatite peut faire ce travail-là. Et après, seulement 3 semaines, 4 semaines, 7 semaines, nous l'avons fait nous au bout de 3 mois, eh bien nous avons remis du bond d'apatite pour obtenir ce résultat extraordinaire. Voilà, je vous remercie en tout cas, Dr Baranès, de toute la science que vous nous apportez au quotidien, de toute votre expérience. Il faut savoir qu'on l'a dit dans la session 0 qui a été mise en place très récemment,
qu'il y a une courbe d'apprentissage avec le bon d'apatite, que vous maîtrisez maintenant ce produit depuis de nombreuses années et qu'il faut se mettre en condition de découvrir ce matériel et de le maîtriser avant de se lancer dans des choses voilà, qui nécessitent une expérience. Je vous remercie à tous d'avoir suivi nos sessions et on se revoit bientôt. N'hésitez pas à rejoindre les groupes WhatsApp par l'intermédiaire de notre numéro 06 67 que je vais vous écrire maintenant si vous voulez rejoindre nos sessions WhatsApp et découvrir le bon d'apatite. À très bientôt et à très vite. Au revoir à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, docteur.